Eh ben c'est parti, voilà. Bonjour à tous, ici présent à Strasbourg, vous les étudiants à distance, ceux qui nous regardent en direct, en différé. Tout le monde est bienvenu pour ce cours d'Ancien Testament de master. Vous êtes des grands maintenant, vous êtes en master, bravo, félicitations, vous avez résisté jusque-là. Et donc, vous avez donc suivi un cursus complet d'Ancien Testament, en théorie en tout cas, hein. Donc vous avez 5 cours d'Ancien Testament sur les 3 années de licence, de l'intro à l'Ancien Testament, on présente tout, tous les livres de la Bible, tout ça, vous connaissez tout, vous avez tout lu. On vous fait une introduction à l'exégèse, on dit voilà comment on fait pour étudier la Bible, c'est de comprendre ce que les gens ont voulu dire. Et puis après, il y a 3 cours qui s'intéressent à différents blocs de la Bible hébraïque. En général, comme la Bible hébraïque, c'est 3 parties, le Tanakh, on fait un cours par partie. Donc, par exemple, moi, je fais un cours sur la Torah, et je vous ai eu d'ailleurs plusieurs d'entre vous l'année dernière pour discuter un peu plus déjà en profondeur sur la Torah, la construction, la constitution et le processus éditorial. Et il y a aussi donc un cours là au semestre prochain, je vais faire un cours avec les étudiants de LS4, on va parler donc des Ktuvim, donc c'est la 3e partie du Tanakh, et puis ma collègue euh, Martina Weingartner, une nouvelle collègue qui vient d'arriver, elle va faire un cours sur les prophètes, les Nevi'im, elle le fait d'ailleurs peut-être déjà ce semestre ou le semestre prochain, je ne sais plus, bref, avec des étudiants de LS6. Bah donc c'est le semestre prochain, si c'est LS6. Voilà, donc normalement vous arrivez en master, vous êtes des pros, vous savez tout, vous connaissez la Bible sur le bout des doigts, l'hébreu sur le bout des doigts, tout ça, merveilleux, tous les textes de la Bible. Je vous dis un livre, un chapitre, tac, vous savez exactement quels sont les enjeux théologiques. Bon. Et donc ça veut dire que maintenant, à ce stade, donc je vois des regards amusés, ça veut dire que maintenant à ce stade, on peut être capable de comme ça d'aller très vite, de se balader dans différentes parties de la Bible hébraïque, sans avoir à réexpliquer, faire des intros à chaque livre à chaque fois, et d'avoir une perspective un peu plus transversale. Et c'est ça l'idée, d'avoir une approche plus thématique que par corpus, si vous voulez. Et donc, le corpus concerne donc l'ensemble du Tana, c'est un peu gros, et la thématique que j'ai choisie, c'est Shalom. Je trouve que c'est très bien comme thématique. J'en ai une autre en tête que peut-être je ferai une autre année, tout ça. On verra bien. Mais pour l'instant, je trouve que travailler sur le concept de Shalom, c'est très intéressant. Et donc, c'est une bonne entrée dans le corpus parce que c'est une notion qu'on retrouve à peu près partout. Donc là, on est sûr de brasser très large. Pas un concept qui est restreint à un livre ou à un corpus. Voilà. Euh, et donc, à la fois, c'est très vaste, ça permet de brasser très large, et en même temps, c'est une notion suffisamment complexe, suffisamment riche pour nous appeler à un peu plus de nuances, nous obliger à être un peu prudents sur le sens de ce mot et de la notion qui va derrière. Donc, l'idée, évidemment, c'est de comprendre, de prendre une notion qui est riche d'un point de vue théologique, évidemment. Shalom, c'est voilà, c'est un mot qui est lourd de sens, et en même temps, d'avoir donc cette perspective à la fois diachronique, de voir à travers le temps, donc de dire le sens du mot peut évoluer. Pardon, désolé, j'ai un nouveau téléphone et je ne sais pas comment. Je vais l'éteindre tout de suite. Comment on fait comme ça, voilà. Donc, perspective diachronique et bien sûr, en insistant sur la polysémie de cette notion et son évolution dans différents milieux, à différentes époques et dans différents corpus littéraires. Alors donc, on va le faire, et à la fois, on travaille sur le concept de Shalom, mais il est évident que, euh, au travers de ce travail concret qu'on va faire, où on met les mains sous le capot, il y a aussi évidemment la méthodologie. C'est-à-dire que vous allez voir aussi, d'une certaine manière, ce qu'on fait là, vous pourriez le faire sur d'autres notions, et j'espère que vous le ferez sur d'autres notions en fonction de là où la théologie vous amène pour voilà, vos différents travaux, que ce soit pour un projet de mémoire de master ou de thèse de doctorat, ou tout simplement si vous êtes en paroisse et que vous voulez faire une étude biblique ou une prédication, voilà, on dit, tiens, comment on s'y prend. Donc on va le faire étape par étape, on va détailler la procédure. Ça nous donnera l'occasion de voir aussi un peu des outils de travail que vous connaissez peut-être ou pas, et du coup, vous pourrez vous familiariser avec ces outils. Voilà, donc c'est ça l'idée du cours pour ce semestre. D'accord? Ça va? Bon, très bien. Euh, alors, comment on commence? Eh bien, on commence d'abord par l'étymologie, évidemment. Il faut commencer par l'étymologie, même si c'est toujours un petit peu compliqué quand on n'a
pas fait beaucoup de linguistique ou de sciences du langage ou de philologie, mais quand même, on ne peut pas y couper. Alors, je commence par la morphologie. On a le mot shalom. Vous voyez, il se présente à nous comme ça. On va l'écrire comme ça, au cas où vous auriez oublié comment ça s'écrit. Shalom, il s'écrit comme ça en hébreu. Donc, on reconnaît trois consonnes. Donc ça, on est content. Shin, lamed, mem. Très bien. Et entre ces trois consonnes, on a un kametz et un cholem. D'accord? Donc, la racine, donc ça c'est le travail d'étymologie qu'on fait, pardon. Non, si j'écris en arabe, ça ne va pas le faire. Ça. Donc la racine, shin, lamed, mem, avec un kametz et un shem, pardon, katol. En hébreu, donc, katol. Voilà. Hein, vous savez comment ça marche, les shems. Hein, vous avez l'habitude pour les shems verbaux, par exemple, vous avez appris katati, katata, etc. Katal, yiktol. Voilà. Et là, on a un shem katol. Voilà. Alors, déjà en hébreu, est-ce que le shem katol, ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose des mots qui sont construits avec un kametz et un cholem, à partir d'une racine trilitère quelconque? Donc katol, pardon, prenons katal, justement, katol, si vous vous souvenez de vos paradigmes, les verbes réguliers, c'est pas très compliqué? Non? Tout vous a oublié? Oui? L'infinitif absolu, absolument. Voilà, infinitif absolu du kal. Vous avez la première colonne de votre tableau de conjugaison, là, si vous avez votre paradigme en tête. Donc voilà, vous avez katati, katalta, machin, à l'inaccompli, yiktol, etc., ektol, tiktol, etc. Et quand vous descendez, vous allez voir l'infinitif absolu, on vous dit c'est katol. Donc, on part dans l'idée que donc c'est infinitif absolu, kal, voilà, katol. Donc ça, ce schème-là est utilisé pour ça. Bon, alors, quand on regarde d'autres mots en hébreu qui s'écrivent comme ça, effectivement, la plupart du temps, c'est des infinitifs absolus. On a quand même quelques substantifs qui d'emblée ne nous apparaissent pas comme des infinitifs absolus et qui sont aussi construits sur ce schème-là. Est-ce que vous connaissez des mots en hébreu qui s'écrivent aussi avec un kametz et un cholem? Non, personne. Oui. Hamor, le l'âne, tu penses à l'âne, oui, c'est ça. Alors, ça marche pas parce qu'effectivement, c'est un des rares cas, c'est très très drôle, mais là, c'est un des rares cas où Hamor va s'écrire avec un Ratef Patar, ce qui n'est pas régulier en hébreu parce que là, normalement, la prétonique ne tombe pas. Donc en fait, je vais regarder d'ailleurs si je dis pas de bêtises parce que c'est effectivement suffisamment rare pour être souligné et vérifié. Mais donc, comme je n'ai pas la prétention d'avoir la science absolue, je cherche le. Alors, donc, mettre le VAV peut-être, voilà. Donc, effectivement, voilà, Hamor, bon là c'est au pluriel, mais là ici, voilà, Hamor. Donc, on l'a ici, hein. Bon. Donc, je n'ai pas dit de bêtises, voilà, ça m'arrive de dire des bêtises, mais pas là. Et effectivement, Hamor, c'est un des rares cas où vous avez un Khatef Pata, c'est-à-dire un cheval, en fait, concrètement, la voyelle qui tombe en situation prétonique. Ce qui serait normal en araméen, mais qui n'est pas normal en hébreu. En hébreu, on devrait avoir un kamet. Donc, ça aurait pu être un bon exemple si ce mot avait respecté la morphologie classique de l'hébreu, mais c'est pas le cas. Alors, si ça vous intéresse, on pourra discuter de pourquoi Hamor s'écrit avec un Khatef Patar et pas un Kames et pourquoi c'est un peu une aberration en hébreu. Mais on le fera à la pause si vous voulez, parce que sinon après, voilà, on s'en sort pas. Mais moi, je suis fan de tout ça évidemment, comme vous le savez, donc je pourrais en parler pendant très longtemps. Mais non, alors non, c'est pas Hamor, ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Un autre mot en hébreu avec un Kamet, c'est un problème? Non, personne n'a d'idée. À distance peut-être, je ne sais pas. Je vérifie si ça me donne l'occasion de voir si je peux
Si on me suit toujours à distance, parce que les pauvres étudiants à distance sont parfois... Non, personne n'a d'idée non plus. Alors, je vais vous donner un exemple qui est connu. Je pense que quand je vais l'écrire, vous allez le reconnaître. Il faut que j'écrive en hébreu. Alors, kavod, ça vous dit quelque chose? Le premier-né, non, c'est pas kavod. Non, personne. Pardon? L'honneur. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, honneur, ben, j'écris en arabe. Euh, L'honneur, la gloire, ah, kavod. Littéralement, la racine kaf bet dalet, c'est le poids. Hein. Kaved, c'est quelque chose qui est lourd. Donc, c'est la lourdeur, littéralement, kavod. Mais évidemment, là, il s'agit d'un sens symbolique, figuré. Quelqu'un qui a du poids, hein, ça se dit en français, on dit ah, lui, il a le bras long, il a du poids, etc. etc. Alors, en français aussi, on a des expressions symboliquement. Quelqu'un qui est lourd, c'est pas juste quelqu'un qui est en surpoids, hein, c'est quelqu'un qui compte, quelqu'un qui a. Voilà. Donc, quand on parle de kavod, kavod Adonai, la gloire du Seigneur, etc., etc., c'est le poids. C'est-à-dire que Dieu, le Seigneur, il pèse beaucoup dans la conversation, si vous voulez, c'est ce que je veux dire. On ne veut pas se frotter à lui. Voilà, donc il a de l'importance. Donc effectivement, kavod est traduit par honneur ou gloire. Donc vous voyez, et là c'est pareil, kavod, c'est aussi un shem katol avec une racine trilitaire, etc. Bon, et c'est pas a priori. euh, la question se pose là aussi de dire est-ce que c'est aussi un shem d'infinitif absolu? Parce que si vous prenez un infinitif absolu, effectivement, ça pourrait être un infinitif absolu au sens de l'action de ou l'état de. Alors qu'avec, c'est un verbe d'état, hein, c'est pas une action. Hein, être lourd, c'est ce qu'on appelle un verbe d'état et pas un verbe d'action. On n'est pas une action qu'on est en train de faire, c'est un état dans lequel on est. Mais après tout, on pourrait imaginer que kavod, ce soit là aussi un infinitif absolu du verbe kaved qui veut dire être lourd. Pourquoi pas? Le fait d'être lourd, l'être lourd, d'une certaine manière, vous voyez. Euh, Moi, je veux bien. Donc, ici aussi, pour Shalom, on peut se poser la question de dire, bah voilà, finalement, c'est peut-être euh, euh, c'est peut-être un infinitif absolu, là aussi, en tout cas, lié à la racine shin lamed même. Alors, il va falloir discuter de ce que signifie cette racine, hein, ce verbe. Voilà. Mais, et donc, à ce moment-là, ça exprimerait l'action issue de cette racine comme un infinitif absolu, ou l'état associé à cette racine. Si c'est un verbe d'état qui exprime un état, eh bien, c'est le fait d'être dans cet état-là. Donc, on y reviendra, évidemment. Là, on pose les jalons. Là, voilà, on fait l'enquête ensemble, on regarde. C'est le point de départ. Vous avez un mot. La question que vous vous posez, c'est comment j'analyse la morphologie, c'est-à-dire la forme de ce mot, c'est-à-dire les consonnes, les voyelles. Comment il est construit ce mot? Il y a une racine, il y a un schème. Donc, voilà, on a un schème katol en hébreu. En hébreu, ça nous fait penser à un infinitif absolu. Il y a quelques autres noms qui ont aussi le même schème et donc se posent la même question. Et donc, en fait, il faut regarder la racine pour voir quel est le lien avec la racine. D'accord? La deuxième étape, quand on a posé ça et qu'on veut étudier la racine, c'est d'aller voir ce qui se passe dans les autres langues sémitiques. Et alors, c'est très important. À la fois, c'est difficile quand on a étudié que l'hébreu. On se dit, bah, oui, moi, je connais que l'hébreu, je connais pas les autres langues sémitiques. En même temps, c'est difficile de s'en passer, notamment parce que quand on s'intéresse à des langues anciennes qui sont connues que de façon fragmentaire, on ne peut pas poser la question aux gens. Vous voyez, aujourd'hui, si vous étudiez une langue moderne, vous allez poser la question à des locuteurs en disant mais ça veut dire quoi ce mot? Voilà, et vous faites votre dictionnaire comme ça. Euh, pour les langues anciennes, on ne peut pas poser la question aux gens. Donc, si on manque de documentation et d'informations, c'est intéressant de comprendre ce qu'il y a dans les autres langues de la même famille, les autres langues sémitiques, y compris pour le shem. Par exemple, spoiler, vous allez voir que le O en hébreu dérive d'un A long primitif. C'est assez facile quand vous allez voir d'autres langues sémitiques proches de l'hébreu, par exemple l'araméen, vous allez avoir le même mot que shalom, mais au lieu d'avoir un cholem en deuxième voyelle, vous allez avoir un kamet.
Et on sait que, quand je dis on, c'est quand on a fait du sémitique comparé, on sait que quand vous avez un A long primitif, ça devient un kamet en araméen et un O en hébreu. Et si vous faites aussi de l'arabe, parce que je comprends que l'araméen, tout le monde n'en fait pas, mais l'arabe, c'est quand même une langue sémitique relativement connue et qui est encore aujourd'hui parlée par beaucoup de gens dans le monde, donc c'est pour le coup très pratique, eh bien vous allez là aussi retrouver le même mot, salam, avec un A bref en première voyelle et un A long en deuxième voyelle. Et ce A long en deuxième voyelle devient systématiquement O en hébreu. Je vous en reparlerai, mais on appelle ça le déplacement cananéen. J'avais même, dans mon bureau, il y a pendant longtemps comme ça, il y avait un étudiant qui avait fait un petit dessin de moi avec une petite bulle en disant on appelle ça le déplacement cananéen. Bref, bon, voilà. Il s'était fichu de moi. Terrible ces étudiants. Bon, bref. Et donc, effectivement, dans les langues cananéennes, c'est-à-dire l'hébreu, le phénicien, le moabite, enfin, vous voyez, les langues qui sont parlées dans ce coin-là, donc la côte méditerranéenne orientale, vous voyez, sans aller jusqu'en Syrie, parce qu'en Syrie c'est de l'araméen, mais vraiment, voilà, côte méditerranéenne orientale sud, voilà, eh bien, qu'on appelle géographiquement souvent, vous verrez la Palestine, mais vous savez qu'en ce moment, c'est un mot qui est piégé, donc je vais éviter, parce que voilà, on va éviter de rentrer dans des débats de toponymie, mais voilà, la côte méditerranéenne orientale sud, donc effectivement, les langues cananéennes, du groupe cananéen, ont ce déplacement, le A long devient un O. Bon. Euh, voilà. Donc on y reviendra, mais c'est pour vous dire qu'il faut aller faire un petit tour du côté des langues sémitiques. Alors, je continue, petit b, sauf si vous avez des questions, ça va? Faut pas hésiter, hein, parce que ceux qui me connaissent savent que je parle beaucoup, ceux qui ne me connaissent pas découvrent que je parle beaucoup, et que donc si on ne me coupe pas la parole, je risque de tracer et d'aller un peu trop vite pour vous. Donc n'hésitez pas si je vais trop vite. Alors, je continue, petit b. Maintenant, l'étape suivante, c'est effectivement d'aller voir dans le sémitique comparé. Donc, comme je disais, dans le sémitique comparé, alors, outre le mot shalom lui-même, quand je disais, bon, puisque j'en ai parlé, j'ai pris un peu d'avance, mais donc, comme je vous disais, vous allez avoir le même mot qui va s'écrire shlam en araméen et en arabe, ou pardon, j'écris en grec, vous allez avoir salam. Alors, moi, je vais vous écrire en translittération, ce sera plus simple. Voilà. Donc voilà, ça vous permet de dire que ce mot-là n'est pas unique à l'hébreu, mais que donc vous avez des équivalences dans d'autres langues sémitiques. Alors maintenant, la racine elle-même, évidemment, oui, la racine elle-même, elle existe dans les autres langues sémitiques. Alors on va essayer de faire un petit tour d'horizon des langues sémitiques pour voir quelles sont les langues dans lesquelles vous allez trouver cette racine. Et comme je vous dis, même si vous n'avez pas vous-même étudié les autres langues sémitiques, vous allez voir que vous pouvez quand même, il y a des outils, vous pouvez utiliser des dictionnaires, etc., qui utilisent la translittération, il y a des équivalences. Donc en fait, même si vous n'avez pas étudié les autres langues sémitiques, vous pouvez quand même aller consulter ces ouvrages. Et en plus, certains sont disponibles gratuitement, en ligne, etc. Donc, on commence par le sémitique oriental. Le sémitique oriental, donc, c'est grosso modo la Mésopotamie. On va en Orient. Alors vous me direz, on est de toute façon en Orient, puisque c'est le Proche-Orient. Tout ça, c'est le Moyen-Orient. Donc, mais dans le monde sémitique, il y a ceux qui sont encore plus à l'est, ceux qui sont un peu plus à l'ouest. Donc concrètement, quand vous êtes du côté de la côte méditerranéenne, on va parler de sémitique occidental. Et quand on est plutôt, qu'on se rapproche du Zagros, là, donc de l'Iran actuel, on va parler de sémitique oriental. Donc concrètement, ça correspond à la Mésopotamie. Et la langue qui est très connue et qui est parlée là-bas, c'est ce qu'on appelle l'akkadien. Et l'akkadien, c'est une langue sémitique qui est très importante parce qu'elle est extrêmement documentée. Ça s'écrit sur des tablettes cunéiformes. Il y a aussi des belles inscriptions monumentales, mais dans la vie de tous les jours, c'est sur des tablettes d'argile qui ont donc très bien résisté au temps, parce que c'est minéral. Et donc, on a des centaines de milliers de tablettes akkadiennes. Donc, on est tous très jaloux. Enfin, vraiment, tous ceux qui font des langues sémitiques, on est très jaloux de nos collègues assyriologues. Les assyriologues, c'est ceux qui s'occupent donc de l'akkadien.
Parce que eux, ils ont voilà, des tablettes en veux-tu, en voilà, tout ce qu'il faut, etc. Bon. Personne ne sait exactement combien de tablettes. Il y a peut-être 1 million de tablettes, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y en a plusieurs centaines de milliers, ça c'est sûr. Donc l'Akkadien lui-même, du coup, il y a des branches et des sous-branches, parce qu'on va parler justement de l'assyrien et du babylonien. Si on est plutôt au nord de la Mésopotamie, au sud de la Mésopotamie, donc on va distinguer au niveau des dialectes, et puis on va distinguer par période. Donc quand on va parler par exemple du babylonien, on va parler du paléo-babylonien, du médio-babylonien, du néo-babylonien, en fonction des périodes. Paléo-babylonien, c'est le bronze ancien et jusqu'au et moyen, on va dire, voilà. Donc deuxième millénaire avant notre ère. Après, le médio-babylonien, c'est au tournant du premier millénaire avant notre ère. Et puis le néo-babylonien, c'est l'époque milieu, on va dire, du premier millénaire avant notre ère. Bon, voilà. Donc tout ça, c'est différentes périodes. Euh, et puis l'assyrien, pareil. Donc, sans rentrer dans tous ces détails, c'est juste pour vous dire que vous avez tout un univers qui s'offre à vous, avec une très riche documentation et une très riche lexicographie. C'est-à-dire qu'il est rare d'avoir des mots hébreux qui ne sont pas aussi attestés en acadien. Et donc, il y a un dictionnaire que vous pouvez utiliser qui s'appelle le CAD, c'est Chicago Assyrian Dictionary, qui alors compte, moi je ne sais pas, 20 ou 30 volumes, enfin c'est énorme, c'est énorme, c'est des gros volumes bleus, pardon, qui ont été faits sur des décennies, c'est en anglais. Il y a aussi un dictionnaire en allemand, mais qui est plus petit, le AHV. Mais je vous recommande plutôt le CAD, parce qu'il est plus gros, il est plus touffu, et en plus, vous pouvez le télécharger en PDF gratuitement, parce que ça a été fait donc à l'université de Chicago, ce qu'on appelle Oriental Institute euh, de Chicago, qui a changé de nom maintenant, parce que on peut plus parler d'institut orientaliste, parce que ça fait très colonialiste, donc on a une époque... voilà, donc maintenant, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, l'institut a changé de nom. Et j'ai vu il y a quelques semaines qu'il va peut-être fermer ses portes parce qu'ils n'ont plus d'argent. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Mais voilà, donc en PDF, vous allez trouver le CAD. Vous pouvez le télécharger gratuitement, des dizaines de volumes comme ça, et c'est par ordre alphabétique. Donc vous allez chercher Shin, Lamed, Mem, et alors en plus, l'avantage de l'akkadien par rapport à l'hébreu, c'est que grosso modo, c'est à peu près les mêmes consonnes. Alors, le Shin, c'est le Shin, le Lamed, c'est le Lamed, le Mem, c'est le Mem, donc voilà. Donc, vous allez trouver une entrée, Shin, Lamed, Mem, en translittération. Donc, Shin, Lamed, Mem, ils vont l'écrire en minuscule d'ailleurs, les assyriologues, ils écrivent en minuscule. Donc, vous regardez à l'entrée Shin, Lamed, Mem, et vous allez trouver des termes. Alors, en l'occurrence, les entrées lexicales du CAD vont correspondre à l'infinitif. C'est comme en français, hein, dans les dictionnaires français, dans un dictionnaire français, les entrées lexicales, c'est l'infinitif. Manger, ER. Voilà, voilà, donc, ils ont fait pareil, et du coup, ils ont pris l'infinitif qui est le même que l'hébreu, mais avant le déplacement cananéen, c'est-à-dire que vous allez avoir un A bref et un A long. Donc, il faut chercher à Shalom, et euh, et il faut savoir que en akkadien, vous avez des désinences casuelles, comme en arabe, et donc vous allez avoir des voyelles à la fin, mais qui ne font pas partie de la racine. Donc vous allez avoir effectivement un ou à la fin, qui est une voyelle, une désinence casuelle, mais vous avez fait du grec, donc vous savez ce que c'est, hein, quand vous avez nominatif, accusatif, datif, génitif, etc. Donc vous avez l'habitude de ce genre de choses. Donc là, c'est là pareil. Donc en akkadien, vous aurez juste une voyelle, en assyrien et en babylonien, vous aurez même une mimation, donc vous aurez un M à la fin. Donc chalamoum, chalamou, c'est pareil en fonction des dialectes. Dans tous les cas, peu importe. Là, en l'occurrence, c'est un dictionnaire d'assyrien, donc on vous mettra que le ou à la fin. Et donc vous allez trouver votre verbe, là, ici. L'entrée, vous allez le trouver ici. Donc vous avez donc ce verbe. Le verbe chalamou, il va se présenter comme ça dans le CAD. Et on va vous dire, et c'est souvent bien de commencer par là, parce que comme je vous dis, vous allez avoir peut-être le plus gros dictionnaire sémitique qui existe, hein, des dizaines de volumes, et comme je vous avez pratiquement tout le vocabulaire, et en plus attesté souvent sur
au moins 1000 ans, parfois 1500 ans, voilà. Donc, vous allez avoir beaucoup de sens possibles. Et donc, premièrement, on commence à vous dire, le premier sens qu'on vous dit, c'est to stay well. Voilà. D'accord? Premier sens. Donc, rester en bon état, hein, to be in good condition. Donc, être en bonne condition. Intact. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autres sens? Le quatrième sens, to be successful, to prosper, donc avoir du succès, prospérer. Cinquième sens, to be completed. Voilà. Donc je fais un petit résumé de ce que vous trouverez dans ce dictionnaire-là. Donc d'emblée, voilà, on classe, en général, il classe les sens en prenant le sens de base et après des sens dérivés. Donc le premier sens, on vous dit finalement, c'est voilà, être bien. Restez bien, je suis bien, tout va bien, je suis en bon état, je suis intact. Ouh là là, j'ai eu un accident, mais je regarde, non, ça va, tout va bien. Voilà. Donc voilà. Et puis après, des sens dérivés, je vais vous donner voilà, deux exemples, avec l'idée d'avoir du succès, de prospérer. Donc là, on peut se dire, bah oui, alors, avoir du succès, prospérer, là, on comprend qu'on ne parle plus juste d'être en bon état, mais on se dit, il y a peut-être un sens dérivé, un sens symbolique. Bon. Et puis, to be completed, c'est-à-dire être achevé, fini. Voilà, j'ai fini mon travail, j'ai fini ma journée, j'ai fini de, je sais pas, voilà, de construire la cathédrale, j'en sais rien. Enfin bref, bon voilà, j'ai fini. Je suis arrivé au dernier niveau du jeu vidéo, j'ai fini. Bon, voilà, où j'ai fini la dernière saison de ma série préférée sur Netflix. Voilà, j'ai fini. Donc, c'est l'idée que vous allez trouver en acadien. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous aurez exactement le même sens en hébreu, on est d'accord, mais déjà, ça vous permet de commencer à enquêter. Alors ensuite, si vous restez toujours dans l'acadien, vous allez avoir, comme dans toutes les langues sémitiques, vous allez avoir, c'est le même principe pour le système verbal, c'est que vous avez le sens de base, ce qu'on appelle le kal en hébreu, et puis après, vous allez pouvoir modifier le sens avec une gémination de la deuxième radicale, on appelle le piel en hébreu, là, un côté intensif ou factitif. Vous allez pouvoir mettre une préformante devant pour avoir un sens causatif, ce qu'on appelle le ifil en hébreu. Donc, ce même phénomène, vous l'avez dans toutes les langues sémitiques. Donc, par exemple, l'équivalent du PL, donc gémination de la deuxième radicale, vous allez le trouver aussi en acadien. Alors, donc, ça veut dire que vous allez avoir le shin, et puis vous allez avoir. Alors, attendez que je l'écrive. Ben non, c'est ça, c'est comme ça que vous l'écrivez. Voilà, vous allez avoir. Ah, j'ai mal écrit. Je ne comprends pas. Alors, bien, ah, si, c'est comme ça. Très bien. Bon, alors. Donc, shin, et vous allez avoir la gémination du lamed ici. Alors, même si vous savez, connaissez pas les voyelles, mais je vous l'ai dit, en fait, c'est avec deux ou. Chouloumou. Et puis vous avez aussi la désinence voyelle. Donc ça, c'est l'équivalent du piel. Donc ça, c'est la gémination de la deuxième radicale. Une forme redoublée, géminée. D'accord? Et là, on se dit très bien, qu'est-ce qu'on va trouver donc ce qu'on appelle la forme intensive. Hein, c'est une forme intensive. Et là, que vous dit le CAD? Il va vous dire, donc ça c'est le sens numéro 7, parce qu'il continue dans la numérotation, to keep well, in good health, donc maintenir bien, en bonne santé. Qu'est-ce que j'ai repéré d'autre d'intéressant? Le huitième sens, to guard, to protect, donc garder, protéger. To bring safely, donc apporter de façon sûre, hein, safely, en bon état, de façon sécurisée, sans danger, etc. To repair, réparer. To restore, donc restaurer. D'autres sens encore, voilà, il faut que j'écrive un peu plus petit là, parce que je ne vais pas réussir à tout mettre. Neuvième sens, to make favorable. Alors ça c'est intéressant. Rendre favorable.
11e sens, to bring work to completion. Donc, amener un travail, une œuvre, jusqu'à son achèvement. Hein. Completion, c'est l'achèvement. Et voilà, on l'amène jusqu'au bout. Deuxièmement, to pay in full, to repay. Donc, to pay in full, c'est-à-dire payer complètement. Alors, si vous avez payé que la moitié, vous savez, vous payez par exemple, vous payez 30% avant les travaux et le reste après les travaux. Ou bien to repay, c'est-à-dire repayer, rembourser. To make restitution, donc faire restitution, restituer. To make up a loss. Donc, compenser une perte. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va trouver en acadien. Alors, je vois qu'il y a François Picard qui a levé la main. Je vous écoute. Oui, ça ressemble, du point de vue de la forme, plutôt à ce qu'on trouve en ifil, me semble-t-il, au hébreu, c'est-à-dire rendre une chose. Le verbe basique, c'est un état, et là, c'est mettre quelque chose dans cet état. Alors, donc François fait la remarque, je dis pour les études en présent, que ça ressemble plus à ce qu'on aurait au ifil en hébreu. Si on imagine que le kal est un verbe d'état et que du coup le ifil serait le fait de mettre dans cet état. Alors effectivement, c'est une bonne remarque, il y a souvent, comment dire, dans les langues sémitiques, une permutation entre le piel et le ifil. Ça arrive assez fréquemment. Et c'est vrai que, notamment pour les verbes d'état, souvent le verbe d'action qui correspond au verbe d'état, ça va être le piel. À tel point que, pour certaines notions qui n'ont pas de verbe d'état de base, le verbe est directement au piel. Je vous donne un exemple, le verbe parler, les daber en hébreu, parler, diber, dibarti, etc. Le verbe est tout de suite au piel. Parce qu'il est issu il est associé à la racine d'avar, le fait de la parole, de parler, mais il n'y a pas de verbe d'état correspondant. Et donc, à ce moment-là, voilà, quand on a un verbe d'état, voire pas de verbe du tout, souvent on va commencer avec le pied. Donc, effectivement, dans ces cas-là, on a parfois du mal à faire la distinction au niveau du sens entre le piel et le ifil. Ça, on pourra y venir. Pour l'instant, on fait l'état des lieux. Pour l'instant, on observe ce qu'on lit en acadien. Pour l'instant, on ne parle pas encore du sens en hébreu d'ailleurs. On est là à regarder ce qui se passe en acadien. Donc, si on fait le bilan de ce petit tour d'horizon de l'acadien, on se dit que, à en juger d'après l'acadien, mais comme je vous dis, qui est donc une des langues sémitiques les plus anciennes, hein, qui est attestée bien avant l'hébreu et bien avant la plupart des autres langues sémitiques, c'est vraiment la langue sémitique la plus attestée de façon très ancienne, et en même temps avec une très large documentation, on a un sens de base qui revient assez fréquemment, hein, donc c'est l'idée de bon état, oui, très bien, parce que même à la fin, quand on voit là, le fait de to make restitution, to make up a loss, c'est-à-dire qu'il y a une perte, c'est-à-dire qu'on a perdu quelque chose, il faut compenser, il faut réparer d'une certaine manière, voilà, restituer, voilà. Donc on se dit, ok, on a un sens de base qui est l'idée de bon état, quelque chose qui est en bon état, quelque chose qui est voilà, comme on dit, intact, donc voilà, il manque rien, tout va bien, intègre, enfin intègre pas au sens moral du terme, je veux dire, mais je parle au sens, voilà, quand on parle, je sais pas, d'intégrité d'un objet, c'est-à-dire qui est censé être étanche, etc. Il n'y a pas de fissure, il n'y a rien du tout. Bon. Et aussi la notion de complétude, l'idée d'être complet, voilà, il manque rien. Donc ça, c'est un peu ce qui ressort de ce petit survol de ce qu'on a en acadien. La question va se poser de dire, très bien, est-ce que c'est, donc si je fais un résumé, donc bon état, intégrité, complétude. Voilà, ça c'est un peu les mots-clés qu'on peut retrouver. Alors, avant d'aller plus loin dans d'autres langues sémitiques, tout en restant dans l'acadien, il y a une petite bizarrerie en acadien qu'il faut souligner, c'est que outre la racine shin lamed même, vous allez trouver également la racine avec un S, ce qui serait l'équivalent du samer en hébreu, d'accord? Avec un sens qui est proche. Alors qu'en principe, c'est des consonnes différentes. Donc on ne s'attend pas à avoir un verbe de même sens. Mais du coup,
en acadien, si vous allez voir du côté de Salamu, donc je mets le ou entre parenthèses parce que c'est la dissonance casuelle, eh bien vous allez retrouver des choses qui semblent peut-être proches. Et donc on va se poser la question de savoir si c'est la même chose ou pas. Alors d'abord je vous donne ce que vous allez lire, hein, si vous allez faire un tour dans le CAD. Vous allez voir un sens, premier sens, to become reconciled, donc être réconcilié, to make peace, faire la paix, to be of friendly disposition, être dans de bonnes dispositions, et notamment des dispositions amiables ou amicales. Alors vous allez me dire, bah non, on ne parle pas de la même chose, on va me parler de bon état, d'intégrité, de complétude, etc. Alors effectivement, c'est pas forcément le même sens que la première racine, on peut se poser la question, mais comme nous, on a appris que shalom, ça veut dire la paix, et que là, on a faire la paix, on se dit, ah bah c'est peut-être quand même lié. Et est-ce que ce serait pas ça, finalement, qui serait plus proche du shalom en hébreu que l'autre racine qu'on a eu jusqu'avant? Ouais. Sauf que normalement, en acadien et hébreu, un shin, c'est un shin, et il n'y a pas ce genre de permutation. Donc là, c'est un petit peu bizarre. Et de la même manière, si vous allez voir sous l'umu, donc la forme intensive, avec doublement la deuxième radicale, vous avez to bring about peace, donc faire la paix, reconciliation. Donc, apporter la paix ou la réconciliation. Donc là, vous avez l'idée de paix. Voilà, s'il faut retenir ça, de non-agressivité. Donc ça, c'est ce que vous allez voir en acadien. Alors, donc, est-ce que il s'agit de deux racines distinctes qui n'ont rien à voir, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une même racine avec l'une qui aurait évolué bizarrement d'une évolution phonétique, hein. Alors cette évolution phonétique du son che au son se, ou de la permutation, ça peut arriver. Typiquement, en arabe, les sons che en hébreu deviennent généralement des sons s en arabe. Et réciproquement, si vous voulez. C'est pas toujours le cas, mais c'est quand même assez fréquent. D'ailleurs, on parlait justement de shalom, l'équivalent en arabe, c'est salam. Quand on dit shalom aleichem en hébreu, salam aleikum. Bon. Donc, voilà, le shin en hébreu est équivalent à un s en arabe. C'est pas systématiquement le cas en arabe. Par exemple, le soleil, shemesh en hébreu, c'est shams en arabe. Vous avez le premier shin est toujours un shin en arabe, mais le deuxième shin est un s en arabe. Bon, voilà. Donc, c'est pas toujours. Enfin, quand même, voilà, régulièrement, en général, si vous voulez passer de l'hébreu à l'arabe, vous pouvez vous dire, si vous avez un shin en hébreu, vous attendez à avoir un s en arabe. Alors, les deux sont des chuintantes, hein, l'articulation che, se, la position de la langue est à peu près la même dans la bouche, hein, on comprend. Et d'ailleurs, vous savez qu'on peut facilement confondre, parce que même parfois, quand on est gamin et que les enfants ont du mal à bien distinguer les deux, donc on les emmène chez l'orthophoniste, on dit ah non, il ne faut pas parler comme ça, parce que sinon, voilà. Bon, voilà. Donc ça, on sait, d'un point de vue phonétique, de l'articulation des sons dans la bouche, que effectivement, ce sont deux consonnes qui sont assez proches, sifflantes, chuintantes, et qu'on peut passer de l'une à l'autre. Mais le fait qu'on ait les deux en acadien, c'est un peu bizarre. Alors, est-ce qu'il y a un circuit bizarre, on serait parti dans une autre langue, puis revenu, puis voilà, est-ce que c'est des différences dialectales avec des gens qui ont des problèmes d'orthophonie bon. Voilà, il y a un petit mystère là-dessus. Je ne vais pas trop m'y attarder parce que justement, c'est pas l'objet du cours, on ne fait pas de la grammaire comparée des langues sémitiques ici. Mais voilà, je vous en parle comme ça. Il y a cette petite bizarrerie où on pourra se poser la question de se dire finalement, est-ce que les deux racines, malgré tout, pourraient se rejoindre, soit avoir la même origine, soit se rejoindre au niveau du sens. On verra ça plus tard. Voilà en tout cas pour ce petit tour d'horizon de l'acadien. Comme je vous dis, même si vous n'avez pas étudié l'acadien, quand vous travaillez sur une racine hébraïque, sur un mot hébreu, ayez la curiosité, surtout que c'est gratuit, d'aller voir dans le CAD et vous aurez à tous les coups des choses très intéressantes à dire. Ça va pour l'acadien? C'est bon? Je regarde les étudiants à distance, c'est bon pour vous aussi? Très bien. Alors ensuite, on passe au sémitique occidental. Donc ça, c'est l'étape suivante.
Et on va commencer par le sémitique nord-occidental. Donc, on va à l'ouest au nord, ce qui correspond donc à la côte, au Levant, ce qu'on appelle la côte levantine, la côte méditerranéenne orientale. Après, on ira faire un tour plus au sud, du côté de l'Arabie. Qu'est-ce qu'on a comme langue sémitique sur la côte méditerranéenne? Il y a du nord au sud, vous allez avoir, je pense, trois langues importantes, trois groupes de langues importantes. Vous allez avoir l'ougaritique, ensuite l'araméen, et ensuite l'hébreu. L'hébreu et les langues cananéennes. Vous avez le fameux groupe cananéen avec le phénicien, le moabite, etc. Bon. C'est des langues qui sont beaucoup moins bien attestées. En tout cas, dans l'Antiquité. Après, évidemment, il y a une littérature qui va se développer, mais l'ougaritique, par exemple, est une petite langue. C'est un site, Ougarit, c'est le nom antique d'un royaume et d'une cité-État qui est du côté de, voilà, qui est sur la côte syrienne, en face de Chypre, et qui est attesté par des textes, pas beaucoup, peut-être 1500, je ne sais pas combien il y en a exactement, qui sont des tablettes aussi, des tablettes cunéiformes, donc qui ont bien survécu, peuvent être cassées, mais sinon on arrive quand même à en faire quelque chose. Mais c'est du cunéiforme alphabétique, donc c'est très intéressant, c'est un alphabet, une adaptation du même alphabet que celui que vous trouverez en hébreu, tout ça, et qui est attesté vers le XIIIe siècle avant notre ère. Donc là, je vous dis, on a 1000 ou 1500 textes par rapport à des centaines de milliers en acadien. Voyez. Donc là, ça va aller très vite. Mais l'avantage, c'est que là, vous avez un alphabet qui est le même que l'hébreu, on va dire que c'est l'ancêtre de l'alphabet hébreu, pour faire simple. Et donc, ça vaut le coup d'aller regarder dans un dictionnaire. Alors là, le dictionnaire, là, pour le coup, il n'y en a qu'un seul. C'est le DUL, Dictionary of the Ugaritic Language, le DUL, qui a été fait par Del Olmolete et San Martin, donc qui sont des Espagnols. Ils l'ont fait d'abord en espagnol et ensuite a été traduit en anglais. Là, ça tient en un volume, quoique non, je me crois que c'est en deux volumes quand même. Je sais plus. Bref, enfin voilà, ils ont essayé de faire un truc assez complet, mais là, ça va très très vite. Donc forcément, hein, c'est tout petit. Mais on a quand même de la chance de dire, ah bah oui, le terme est attesté. Et ça, c'est intéressant de se dire que même dans des petites langues, eh bien, en fait, on va trouver le même terme. Donc, vous allez chercher du côté du Shin Lamed Mem. Shin, ah non, pardon, là, j'écris en hébreu, c'est pas bon. Shin Lamed Mem. Alors, c'est pareil, je crois qu'ils écrivent en minuscule, Shin Lamed Mem. Vous allez trouver, alors là, pour le coup, en ougaritique, on n'a pas de voyelle du tout. C'est une écriture purement consonantique. Il n'y a même pas de mère de lecture, vous voyez, par rapport à l'hébreu. Alors c'est débattu quand même, il y a des discussions parfois, savoir est-ce que le yod pourrait être une mère de lecture et le vav, ou est-ce qu'il y aurait déjà une contraction d'une diphtongue, etc. On ne rentre pas dans les détails, enfin c'est pas un cours d'ougaritique. D'ailleurs je crois qu'il n'y a plus de cours d'ougaritique maintenant à Strasbourg avant. Il y avait Husserl avant, Jean-Marie Husserl qui était à fac d'histoire qui faisait un petit cours d'ougaritique, mais je crois qu'il maintenant il est parti à la retraite, il n'y a plus personne, c'est dommage. Bref, donc vous allez avoir juste les consonnes, mais ça vous facilite la tâche en même temps, parce que c'est ce qui vous intéresse, les consonnes. Et là, vous allez trouver dans ce dictionnaire to be well, to do well, to be in peace. Voilà. Donc c'est vite fait. La racine est là. Donc vous dites, ah, c'est intéressant, la racine existe aussi à Ougarit, au XIIIe siècle avant notre ère, donc c'est un peu l'ancêtre de l'hébreu, comme je disais. On retrouve le sens qu'on a vu en acadien. Voilà. Être bien, faire bien, et être en paix. Alors c'est là qu'on dit, voilà, d'un seul coup, on nous sent être en paix, mais quel est le rapport avec le fait d'être bien ou de bien faire? Mais en tout cas, on se dit, tiens, on retrouve ces deux racines qu'on avait vues en acadien, mais cette fois-ci sous la même entrée. Et puis, si vous allez voir la forme intensive, vous allez avoir comme sens to re-establish, réétablir, donc rétablir en fait, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, rétablir, donc quelque chose qui manifestement n'était plus en état et qu'on a rétabli. Ouais, quand on dit on va rétablir l'impôt sur la fortune, par exemple, eh ben voilà, il y existait, il n'y était plus, on va le remettre. Voilà, on rétablit. D'ailleurs, effectivement, vous allez avoir le sens to pay, donc payer. Alors, nous, on pense payer une somme d'argent, mais au XIIIe siècle avant notre ère,
n'y a pas de monnaie, hein. Les pièces de monnaie, ça n'existe pas au XIIIe siècle avant notre ère. Donc, de toute façon, si on va payer quelque chose, ça va être en nature. Alors, il y a quand même il y a déjà à l'époque quand même des poids, y compris des poids de métaux précieux. Donc, dire, voilà, un certain poids en or ou en argent. Souvent, c'est de l'or ou de l'argent, des métaux précieux, mais il y a quelques autres trucs comme ça. Voilà. Mais donc, voilà, on va échanger. Il y a quand même comment dire, des matériaux qui servent d'échange, hein. On n'échange pas forcément des moutons contre de la farine. On va pouvoir faire des équivalences en transitant par des équivalents en or, par exemple. Mais il ne faut pas penser que payer, c'est des pièces de monnaie. À l'époque, ça n'existe pas. Et puis, deuxièmement, vous allez avoir le sens, on va vous dire to restore, donc restaurer, ou to preserve health. Donc, restaurer ou préserver la santé. Donc là, c'est intéressant parce qu'on nous parle de santé. D'accord? Donc, on va parler de la santé, c'est-à-dire on va parler du vivant. La santé, c'est nous, on est en bonne santé, enfin nous, je sais pas, votre chat aussi, votre chien, il peut être en bonne santé, voilà. Mais voilà, donc là, on parle du vivant. Alors qu'au départ, quand on disait être en bon état, être intact, on pouvait penser à sa voiture. J'ai eu un accident, j'ai regardé ma voiture, est-ce qu'elle est en bon état? Voilà, donc la voiture, elle est en bon état. On ne va pas parler dire qu'elle est en bonne santé, enfin, sauf si vous êtes particulièrement très proche de votre voiture et que vous avez une relation fusionnelle. Ça va, ma chérie, tu vas bien, tu es en bonne santé. Bon, voilà. Mais sinon, voilà. Donc là, la bonne santé, ça s'applique plutôt au vivant. Mais on comprend qu'effectivement, être en bonne santé, ça veut dire quoi finalement? Si je dis je suis en bonne santé, j'ai été voir le médecin, il m'a fait des examens, je suis en bonne santé, eh bien justement, la mécanique fonctionne bien, je suis en bon état, d'une certaine manière. C'est aussi ça, être en bon état, quand on l'applique au corps. Donc, ok, on se dit, très bien, on va faire un tour du côté de l'ougaritique, on se dit, on n'est pas très éloigné de ce qu'on a vu en acadien, c'est rassurant, voilà, c'est pas toujours le cas, hein, dans certains termes, vous allez voir en acadien, vous allez voir en ougaritique, ça n'a rien à voir, qu'est-ce qui se passe? Donc là, pour l'instant, on est plutôt content, ça marche plutôt bien. Bon, ça c'est pour l'ougaritique. Voilà, je ne m'y attarde pas trop parce que, comme je dis, il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, Le sens de payer, donc la monnaie n'existe pas encore. oui. Est-ce que déjà le sens de payer au sens sacrificiel ou vindicatif Ah, payer au sens sacrificiel ou vindicatif, c'est ça la question. Genre, tu vas me le payer, je vais me venger, etc. Non, je ne crois pas qu'on utilise ça dans les langues sémitiques en disant à quelqu'un, tu vas me le payer. Alors, il y a, comment dire, il y a évidemment, comment dire, si payer, ça veut dire euh, réparer un préjudice, oui. En fait, c'est ça l'idée, hein, c'est de dire à un moment donné, si je reprends l'exemple biblique, puisque c'est ce que vous connaissez, vous lisez dans Exode, juste après les 10 commandements, chapitre 20, 21, 22, etc., dans ces chapitres-là, on dit, voilà, si un bœuf défonce une clôture de machin, de trucs, voilà, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réparer la clôture. Donc, on va payer, entre guillemets. Payer, ça veut dire rétablir, la clôture est cassée, il faut la réparer. Donc soit je le fais moi si je suis bricoleur, sinon on va embaucher quelqu'un pour le faire, ou sinon on va payer. Et de la même manière, si on a tué un animal, il va falloir remplacer l'animal. Donc là, c'est là qu'on pourrait dire tu vas me le payer. Bon, mais c'est pas non plus un sens de vengeance, disons. Ça dépend ce que vous définissez comme étant la vengeance. Donc ça c'est aussi. Et alors justement, là, mais là on comment dire, on anticipe un peu sur la suite du semestre. Là, on va pas il faut garder des billes pour la suite. Mais effectivement, on va retrouver la racine. Mais là, ça y est, je vous en dis trop déjà. Mais on va retrouver la racine dans des textes où il va être question de vengeance, de pardon, etc., etc. Voilà. Donc, oui, la question est très bonne, évidemment, et elle anticipe effectivement la question qu'on va se poser. Mais à ce stade, et dans la littérature ougaritique, alors j'ai pas le DUL sous les yeux, il faudrait regarder les exemples qu'il donne et aller voir les textes ougaritiques. Bon, j'ai une concordance, on pourrait regarder vite fait, mais j'ai peur qu'on y passe un peu trop de temps. Mais justement, c'est bien que vous travaillez un petit peu entre deux séances. Donc, ayez la curiosité après la séance d'aujourd'hui et avant la séance suivante d'aller faire un tour à la bibliothèque, de prendre le DUL et de regarder, parce que là encore, les dictionnaires, comment Del Olmolete et San Martin, ils sont tombés sur un texte ougaritique où ils se sont dit, ah bah là, dans ce passage-là, manifestement, il est question de payer quelque chose. Mais alors c'est quoi? Est-ce que c'est du bétail? Est-ce que c'est de la farine? Est-ce que c'est suite à quelqu'un qui a causé un préjudice et il faut le rembourser? Est-ce que c'est quelqu'un qui dit, voilà, je veux me venger? Enfin voilà, donc la question est bonne. Alors, comme je vous dis, ce serait un cours d'ougaritique, on prendrait les textes, mais comme c'est pas un cours d'ougaritique, je veux juste vous dire que, voilà, d'avoir la curiosité d'aller voir dans les autres dictionnaires. Mais c'est vrai qu'effectivement, si vous faites une étude approfondie,
y compris sur les mécanismes, admettons, hein, vous vouliez faire une thèse de doctorat comparative sur la vengeance et la rétribution comparée entre la Bible et Ougarit. Ça peut faire un avis aux amateurs, si vous voulez faire une mémoire de master ou une thèse de doctorat là-dessus, c'est très bien. Voilà. Et là, à ce moment-là, il faut mettre vraiment à étudier chaque texte de l'hébreu, de l'ougaritique et de les comparer, etc. Je ne sais pas si ça a été fait. Il y a des études comparatives, évidemment, entre l'hébreu et l'ougaritique. C'est évidemment très intéressant. La découverte de l'ougaritique a quand même bouleversé les connaissances qu'on a de la Bible, puisqu'on avait des mots de l'hébreu biblique qu'on ne connaissait pas bien, qu'on a trouvé à Ougarit. Euh, Par exemple, les Réphaïm, je ne sais pas si vous vous intéressez à ça, mais moi, quand j'étais ado, j'avais même des romans américains avec vous savez, c'est des géants, les machins. Enfin, quand, quand on est adolescent, peut-être pas vous, mais je sais pas, on a toujours un univers fantastique, on aime bien les super-héros, les machins. Donc, bah, il y a des géants, il y a les Anakim, ils ont 6 doigts. Enfin, ouais, donc c'est toujours très fascinant quand on. Et donc, les Réphaïm dans la Bible, qu'est-ce que c'est que les Réphaïm, tout ça? Ils sont mentionnés dans quelques passages, on ne savait pas ce que ça voulait dire, et puis boum, on découvre des textes ougaritiques où on a le même terme et on comprend ce que c'est que les Réphaïm grâce aux textes ougaritiques. Donc c'est merveilleux. Voilà. Je ne vais pas vous dire ce que c'est parce que sinon, voilà, vous n'irez pas très bien. Maintenant, j'espère que vous allez faire un petit tour à la bibliothèque. Regardez, c'est les Rapa-Uma en ougaritique, ça s'écrit comme ça, mais c'est la même racine, hein, RPM. Et vous trouverez ça tout de suite et vous verrez, c'est très intéressant. Et puis en plus, ça a été étudié, vous imaginez bien qu'il y a eu des articles qui ont été faits là-dessus. Et donc c'est super intéressant. Pareil sur des psaumes aussi. Daoud, il y a eu une grosse étude sur la phraséologie des psaumes entre les psaumes qu'on a ougarit dans la Bible. Donc Michel Daoud a fait un ouvrage monumental, il a tout bien repris, tout ça. Et puis en français quand même, il faut quand même que je vous donne des références françaises, allez voir du côté d'André Cacot qui, en plus, était protestant, dans une faculté de théologie protestante, donc pour une fois qu'on peut parler quand même des. Voilà. Donc, André Cacot, qui a été professeur au Collège de France et qui a travaillé sur la Bible hébraïque, sur l'ougaritique, tout ça. Voilà, il y a des articles dans la RHPA, la revue d'histoire et de philosophie religieuse. Vous verrez, André Cacot a beaucoup publié, donc une revue qui est éditée ici à Strasbourg, y compris sur les études de texte ougaritique et les liens avec la Bible. Voilà. Donc, c'est évidemment très intéressant d'explorer l'ougaritique. Malheureusement, voilà, dans notre cours ce semestre, je vous tends une perche un peu en vous disant c'est intéressant, vous devriez vous y intéresser. On n'a pas le temps d'explorer ça davantage aujourd'hui, mais retenez quand même que de manière générale, c'est bien pour vous. Pas d'autres questions sur l'ougaritique? Non, ça va? J'ai une petite question technique. Le cours dure 2 heures. D'habitude, ce que je fais pour les licences, on fait une pause au milieu et voilà. Pour les masters, on ne fait pas de pause et on termine plus tôt. Parce que sinon, en master, vous pouvez rester concentré pendant 1h40 ou 1h45. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Vous avez une préférence? Vous n'avez pas de préférence? Non? Hein? Sans pause? Ah, ok. Sans pause, et du coup, on finira un peu plus tôt. La pause, en fait, on la garde pour la fin, donc on finit un peu plus tôt comme ça. C'est bien. Très bien. Donc, j'enchaîne. Alors, on a fait l'ougaritique, on descend un peu maintenant, et on va voir du côté de l'araméen. Non, c'est pas ça, c'est ça. Du côté de l'araméen. Je vois qu'au niveau technique, tout fonctionne bien. L'écran tient. J'ai peut-être eu raison de me connecter en VGA. Des fois, c'est. Voilà. Pas d'interruption, pas de. Voilà. Le son aussi, hier, le son a été coupé. Alors, sur les pauvres étudiants sur BBB, là, pendant un quart d'heure, on me voit parler, mais on n'entend rien. C'est terrible, c'est vraiment confus pour eux. Alors, pour ce qui est de l'araméen, donc, l'araméen est attesté un peu après l'ougaritique, hein, puisque l'araméen, ça commence à être attesté, en tout cas en tant qu'araméen à proprement parler, au premier millénaire avant notre ère. On va avoir des textes à partir du 9e siècle, concrètement avant notre ère, 9e siècle surtout. Euh, euh, Peut-être 10e un peu, mais c'est pas sûr. Oui. Vous avez dit que les deux autres langues avaient été attestées à partir de combien de temps? Ah, alors, dont on a parlé avant? Alors, l'akkadien, on a des textes akkadiens, disons, dès le début du 2e millénaire avant notre ère. Et même, probablement, quelques textes, à la fin du 3e millénaire avant notre ère. Alors, c'est compliqué parce qu'au 3e millénaire avant notre ère, on a beaucoup de sumériens.
qui n'est pas une langue sémitique, mais qui a inventé l'écriture, qui a été adoptée pour écrire l'akkadien. Et donc, on a des sumérogrammes en akkadien. On a de l'akkadien, mais avec des mots écrits en sumérien dedans. Voilà, donc tout ça, c'est un peu compliqué. Et moi, je connais mal ces phases très anciennes. Donc, ce qui se passe au 3e millénaire avant notre ère, je ne suis pas très compétent pour l'étude de l'akkadien à cette époque-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il existait, bien sûr, on a déjà des textes, mais là, on a beaucoup de textes qui débarquent en akkadien, c'est à partir du début du 2e millénaire avant notre ère, le paléo-babylonien notamment, donc par exemple au 18e siècle avant notre ère, ça c'est l'époque du roi Hammurabi, donc on a beaucoup de textes. On a tous les textes de Mari, donc une ville qui s'appelle Mari, sans E à la fin, où là c'est pareil, il y a énormément de textes de cette époque-là, etc., etc. Donc là, vous avez une documentation abondante. Donc si vous regardez dans le CAD, concrètement, je ne sais pas si vous aurez beaucoup de références à des textes du 3e millénaire avant notre ère. Enfin, en tout cas, c'est quand même très ancien. Si vous voulez, même si on commence, on va dire, 2000 ans avant notre ère, c'est quand même 1000 ans avant l'hébreu, si vous voulez. Donc c'est intéressant de se dire que quand on a les premiers textes hébreux, il y a déjà 1000 ans d'akkadien derrière. Donc vous avez beaucoup de bagages. Et puis l'ougaritique, comme je disais, pour le coup, autant l'akkadien s'est attesté donc sur une période de 2000 ans. 2000 ans d'akkadien, c'est une très longue période de temps. Avec, comme je vous dis, des centaines de milliers de textes, autant l'ougaritique s'est attesté à une période unique qui est, grosso modo, le XIIIe siècle avant notre ère. Alors, on peut discuter, est-ce qu'il y aurait des textes au XIVe siècle? Voilà, il y a des gens qui discutent ce qu'il y a des textes ougaritiques. Voilà. Mais en tout cas, c'est des textes qui datent de l'époque de la destruction. Ougarit a été détruite. La ville a été détruite au début du XIIe siècle avant notre ère, comme beaucoup de villes. Hein, c'est les razzias, c'est les fameux peuples de la mer, tout ça, donc la chute des empires. Ce qui correspond dans la Bible, si vous voulez, c'est l'arrivée des Philistins dans la Bible. Et donc, toutes ces villes côtières sont détruites. Ougarit en fait partie. Et donc, en fait, ce qu'on a découvert, c'est la ville en l'état. Elle a été détruite, et puis il y avait des archives. Et donc, ces archives, elles sont antérieures à la destruction. De combien? Peut-être c'est pour ça qu'on dit 13e siècle à la louche, quelque chose comme ça. Voilà. Après, c'est difficile à dater parce que même quand on a des noms de rois sur des textes, on dit c'est la énième année de tel roi. Mais comme il y a plein de rois qui portent le même nom, donc moi je veux bien un Nick Madou. Enfin, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Nick Madou. Il y en a beaucoup qui s'appellent comme ça. Lequel? Bon. Donc c'est pour ça que je dis aux alentours du XIIIe siècle. Donc c'est très réduit comme fenêtre dans le temps, mais ça reste quand même avant l'hébreu et l'araméen. Donc c'est quand même intéressant, ça reste du 2e millénaire avant notre ère, et ça reste avant l'hébreu et l'araméen. Donc ensuite, quand on passe à l'araméen, on avance un peu dans le temps, puisque là on arrive grosso modo à partir surtout du 9e siècle avant notre ère, c'est là qu'on commence à avoir des textes. Et l'araméen, alors va être parlé, alors c'est une langue passionnante, puisqu'elle est parlée pendant très très longtemps aussi, à partir du 9e siècle, mais on va avoir des textes araméens, si je pourrais presque aller jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a du néo-araméen. Vous avez encore, pas beaucoup, hein, mais il y a au Kurdistan, voilà, en Syrie, tout ça. Enfin, vous les avez comme ça des vallées, des petites régions où vous avez des populations qui parlent un dialecte néo-araméen, très influencé par l'arabe, qui a beaucoup évolué, tout ça, mais techniquement, c'est de l'araméen. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'araméen qui nous intéresse, nous, mais c'est quand même de l'araméen. Et l'araméen a été parlé sans discontinuer, et en plus est devenue une langue liturgique. Donc vous avez dans tous les cas, indépendamment de la question de savoir si la langue est parlée encore, il y a une documentation énorme en araméen, puisque c'est devenu une langue liturgique utilisée et littéraire, utilisée dans le judaïsme et dans le christianisme. Dans le judaïsme, on va parler de judéo-araméen, et donc vous avez tous les targums, donc les versions araméennes de la Bible hébraïque, plus dans la littérature rabbinique, les rabbins, à un moment donné, ils parlent plus beaucoup hébreu, ils parlent beaucoup araméen, et donc ils écrivent en araméen, ou alors ils mélangent les deux. Donc vous avez des phrases, vous avez un bout de phrase en hébreu, l'autre bout de phrase en araméen, tout ça, très intéressant. Et puis du côté du christianisme, vous allez avoir ce qu'on appelle le syriaque. C'est pas le seul dialecte araméen, il y a aussi l'araméen christo-palestinien, mais qui est moins bien utilisé. Mais le syriaque, c'est pareil, c'est colossal. Le nombre de textes syriaques, on a une grosse masse de documentation. Et en plus de ça, vous allez avoir des ressources pour vous. Même alors,
même si vous n'avez pas étudié l'araméen, vous allez pouvoir avoir accès à un gros dictionnaire d'araméen qui est en ligne, qui s'appelle le CAL, le Comprehensive Aramaic Lexicon, qui est gratuit, qui est en ligne. J'espère qu'il va continuer. Le collègue qui est chargé de maintenir ce site et ce dictionnaire est un collègue très sympathique américain que j'ai rencontré, enfin que j'ai vu la dernière fois, c'était à Jérusalem l'année dernière. Et voilà, et donc il espère, parce que c'est privé, hein, tout ça, c'est pas des financements publics, tout ça, voilà. Donc bon, c'est du travail, il continue à le faire. Et alors à quoi ça ressemble? Bah, il suffit d'aller faire un tour. D'ailleurs, si on va c'est cal.huc.edu. Je vais vous montrer ça là, à l'écran. Ah, il faut que je réduise ma fenêtre. Donc c'est Hebrew Union College qui s'occupe de ça. Ça va, vous arrivez à voir? Donc même si vous n'avez pas fait d'araméen, vous avez accès à ce site internet. Et en plus, pour l'araméen, au niveau écriture, c'est facile parce que c'est les 22 mêmes lettres que l'alphabet hébreu. Donc là, c'est facile. Pour ce qui est des lettres. Après, les équivalences de prononciation, c'est pas toujours la même chose. C'est-à-dire que là où par exemple, s'il y a des sons qui existaient dans les langues sémitiques qui n'existent plus en hébreu, elles ne vont pas toujours être notées de la même manière. Et en plus, comme l'araméen est parlé dans différentes périodes, ce ne sera pas toujours écrit de la même manière. Je vais vous donner un ou deux exemples rapidement. Le problème que vous allez rencontrer le plus souvent, ça va être avec ce qu'on appelle les interdentales. Dans les langues sémitiques, il existait, et il existe encore dans certaines langues, des interdentales, c'est-à-dire des lettres qui sont faites avec la langue entre les dents. Donc, par exemple, si je prends l'exemple en français et en anglais, en français on n'a pas d'interdentale, mais en anglais vous avez des interdentales. The. Vous savez l'article défini en anglais, the. Vous mettez la langue entre les dents, vous faites vibrer, ça fait the. Nous en français on ne sait pas dire the, alors on dit the. Il y a même une Bible en français qui s'appelle The Bible, écrite avec un Z. C'est The Bible, voilà, avec un Z, ça c'est génial. Bon, voilà. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on fait quand dans notre langue, mais moi j'ai pas de son the, on va chercher le plus proche. Et donc, vous allez avoir le même phénomène en hébreu où tous les sons the vont être écrits avec un Z en hébreu, c'est-à-dire un zaïn. D'accord? Mais en araméen aussi, dans certains dialectes araméens, ce sera aussi écrit avec un zaïn. Mais dans d'autres dialectes araméens, eh bien, on va aller chercher une autre lettre et au lieu d'écrire avec un Z, on va l'écrire avec un D. Parce que le the en anglais, je reprends encore mon exemple de l'anglais, the, si vous fermez bien la bouche, ça fait the. Et d'ailleurs, même en argot anglais, des fois, l'article défini, au lieu d'être écrit THE, est écrit DA, the mode. Welcome to the house, the. Et ça s'écrit DA. Bon, regardez des rappeurs américains ou du hip-hop, ou je ne sais pas ce que vous voulez, etc. Ça, vous verrez, on l'écrit comme ça, parce qu'on le prononce comme ça. Et donc, le the devient fermé, et devient occlusif, et ça fait da. Et donc, ça s'écrit avec un D. Donc, en anglais, vous verrez DA au lieu de the. Voilà, bon, c'est un adepte de rap américain. Et bien, on a fait pareil en araméen. Certains se sont dit, en fait, on va l'écrire avec un D, la lettre D, Dalet. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en araméen, même si c'est le même alphabet qu'en hébreu, parfois, vous allez avoir un mot écrit avec un zayin en hébreu. Et en araméen, vous allez le voir écrit parfois aussi avec un zayin, mais parfois avec un Dalet. Parce que ça vient d'une interdentale. Si l'interdentale, vous avez aussi des interdentales on ne fait pas vibrer les cordes vocales, elles ne sont pas voisées, elles ne sont pas sonores, elles sont sourdes, comme thin, c'est très fin, vous savez, fin, thin. Et là c'est pareil, nous en français, on ne sait pas dire f, donc dans ces cas-là, on va mettre quoi à la place? On va mettre un F. D'accord? Eh bien, de la même manière, en hébreu, en araméen, on dit on ne sait pas écrire f. On va chercher quelque chose qui est plus proche. Alors, ils n'ont pas été chercher le F. En hébreu, on est allé chercher le shin, en fait.
Et en araméen, on va soit avoir le shin, soit le tav. Donc par exemple, le chiffre 3, qui normalement a des interdentales, et vous l'avez encore en arabe, salaf ou en arabe, salaf, eh bien vous l'avez écrire shalosh en hébreu, avec deux shin, et en araméen aussi parfois ce sera écrit avec deux shin, mais parfois avec deux tav. Tlat, tav, lamed, tav. Donc ça, c'est des choses, c'est des mécaniques qui est un petit peu difficile à maîtriser quand on n'a pas fait d'araméen. Alors cela dit, si vous voulez vous initier à l'araméen, je fais une petite pub. J'ai donné l'année dernière ici un cours d'introduction à l'araméen. Les vidéos sont en ligne, vous y avez accès. Donc n'hésitez pas, vous pouvez, tout seul comme des grands, vous initier à l'araméen avec les vidéos si ça vous intéresse. C'est rapide, c'est très court, hein, c'est une douzaine d'heures, donc voilà. Mais comme ça, vous aurez une petite idée. Et j'explique, je crois que peut-être dès la première séance, quelque chose comme ça, j'explique ça et je fais un petit tableau avec des équivalences, tout ça. Bon. Donc tout ça pour dire que même si vous ne vous destinez pas à une carrière d'aramaïsant, euh, c'est quand même intéressant pour vous d'apprendre ces petites équivalences pour dire j'aimerais regarder quand même ce qu'il y a du côté de l'araméen. Alors ici se pose la question, du coup, quand on a la racine shin, lamed même, de dire est-ce que je vais retrouver la même racine en araméen? Est-ce que mon shin en hébreu vient en fait d'une interdentale fe? Alors la réponse est non, c'est pas le cas, parce que sinon vous l'auriez en ougaritique. Parce que l'ougaritique, lui, il a conservé le fe, comme l'arabe. Donc le fait qu'en ougaritique, ça s'écrit aussi avec un shin, ça vous dit que non, 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 c'est un vrai shin, primitivement un shin, et qu'il n'a pas changé. Donc en araméen aussi, on va aller chercher du côté de shin lamed. Donc quand vous allez chercher, vous cliquez sur chercher, là, browse the lexicon, vous dites, ouvrir votre dictionnaire, et on vous dit tapez votre mot. Bon. Et vous pouvez l'écrire soit en hébreu, soit en translittération, soit avec une pseudo-translittération facile, parce que vous savez, si vous ne savez pas écrire un shin pointu, enfin, comment dire, avec un accent, voyez, on vous dit, vous pouvez écrire un dollar. Voyez, si vous ne savez pas écrire le shin avec le caron, vous avez une équivalence. Mais nous, on sait écrire en hébreu, on a même un clavier hébreu, et donc je vais écrire, où est mon clavier hébreu? Il est là, comme ça. Donc, shin, lamed, mem. Je dis, est-ce que j'ai des mots shin, lamed, mem? Et on me dit, mais oui, regardez, vous avez la racine, c'est la première, vous avez un certain nombre de résultats. Ouais, il y en a beaucoup même, oula, il y en a plein. Voilà. Mais on va commencer par le tout premier, qui est le verbe. On vous dit, c'est un verbe avec une voyelle EA, donc c'est un verbe d'état concrètement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais effectivement, on dit, oui, oui, le verbe existe en araméen et il veut dire to be whole, complete. Vous voyez, donc, to be, to be whole, complete. Donc, même si vous n'avez pas fait d'araméen, vous allez voir le cal et le cal va vous dire que oui, 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 absolument, le verbe existe. Et tout comme en hébreu, vous savez, il y avait le kal, le piel, le ishil, etc., vous allez avoir la même chose en araméen. C'est-à-dire que ça, c'est le sens de base, to be whole, complete, voyez, c'est le sens de base. Dans les langues sémitiques, on va souvent, en hébreu, on a l'habitude de parler du kal, du piel, du ishil, etc. Donc, en araméen aussi, on peut parler du peal, du pael, du hafel, enfin, toute cette nomenclature, mais si vous jonglez souvent entre les langues sémitiques, vous pouvez juste retenir que vous avez la conjugaison de base, qui est le kal en hébreu, qu'on va noter comme avec un G, Grund en allemand, la base, ground en anglais, que ensuite le piel, c'est de redoubler la deuxième radicale, hein, c'est ça le piel. On va doubler, on l'a vu en acadien aussi, un shullumu, vous avez la conjugaison intensive, voilà. Donc on va, donc G, c'est donc la conjugaison de base, hein, on peut dire ground en anglais. On va doubler, donc, conjugaison doublée, on va doublement, on appelle aussi la gémination de la deuxième radicale. Et puis ensuite, en hébreu, le ishil, on dit que c'est la conjugaison causative. Et bien justement, on va l'écrire avec un C, donc conjugaison causative. Donc ça veut dire que en hébreu, ça correspond donc au kal en hébreu. Ça va correspondre au piel en hébreu. Et ça correspond donc au ifil hébreu.
conjugaison causative. D'accord? Donc en fait, voilà, on n'est pas trop perdu. L'avantage, c'est qu'au lieu de parler de piel ou de ifi qui sont typiquement de l'hébreu, vous pouvez parler de la conjugaison D, donc avec doublement, la conjugaison C, c'est-à-dire causative, ou la conjugaison... Et là, vous pouvez faire ça dans toutes les langues sémitiques. Donc ça, c'est très pratique. Donc c'est une sorte de nomenclature que vous allez retrouver dans les langues sémitiques, qui est faite précisément pour des gens qui ne manipulent pas forcément toutes les langues sémitiques et qui ne savent pas exactement à quoi va correspondre. Vous voyez, par exemple, en araméen, la conjugaison D, ce ne sera pas du pi-el, ce sera du pa-el. Et si vous n'avez pas fait l'araméen, vous ne savez pas que ça se dit pa-el. Donc on se dit, c'est pas grave, on pense à vous qui n'avez pas étudié l'araméen, on vous dit c'est la conjugaison D, c'est-à-dire avec doublement de la deuxième radicale. Voilà. Et la conjugaison C, conjugaison causative. Bon, voilà. Donc vous voyez, c'est avec cette petite nomenclature-là, vous vous en sortez bien. Et vous voyez, donc on va vous dire le G, et même entre parenthèses, on met le peal, parce que ceux qui ont fait de l'araméen, ils savent. Et puis un peu plus loin, on va vous dire D, voilà, la conjugaison à doublement, c'est du pael en araméen, mais si vous ne le savez pas, c'est pas grave. Et puis après, C, c'est ce qu'on appelle le hafel en araméen, l'équivalent du yifil en hébreu, etc., etc. Voilà. Donc, vous avez vu que c'est très très gros, hein, vous avez de quoi faire. Bon. Donc, vous pouvez le faire, vous pourrez prendre le temps de regarder tout ça, je vais faire un petit résumé. Concrètement, la conjugaison G, le cal va vous dire que, donc ça a le sens, c'est ce qu'on a dit, to be whole, donc c'est un verbe d'état, hein. To be whole, complete, full, finished. Voilà, donc être complet, entier, rempli, full, c'est plein, finished, fini, bon, voilà, etc. Bon. Donc ça, c'est ce que vous allez voir si vous prenez le temps de parcourir tous les sens au G. Ensuite, en D, donc l'équivalent du piel, là, on n'est plus dans un verbe d'état, mais on va être dans un verbe d'action. Et donc, ça va être donc to finish. Donc, c'est pas être achevé, mais c'est achever. To conclude, donc conclure. Et puis, si vous regardez le sens causatif, vous allez retrouver to finish. Donc ça, c'est la remarque qui avait été faite par François tout à l'heure, de dire, finalement, entre le piel et le ifil, voilà, on a un peu le même sens. Bah oui, là, ça se confirme. En araméen aussi, finalement, vous allez retrouver le même sens, en disant, bon, finalement, quelle est la différence? To hand over, donc hand over, ça veut dire remettre, transmettre, passer. To heal, guérir. Donc, tout à l'heure, on avait vu, il avait la notion d'idée d'être en bonne santé à un moment donné, hein, to be healthy, on avait vu ça, être en bonne santé. Bon, voilà, on a aussi la notion de santé, de guérir. Voilà, donc ça, c'est ce que vous allez trouver dans le cal. Alors en plus, le cal, lui, il traite de tous les dialectes araméens. C'est-à-dire que vous allez avoir des dialectes araméens qui sont très anciens, ce qu'on appelle l'araméen ancien. Je pense dans le cal, ils appellent ça Old Aramaic, donc le vieux, enfin voilà, l'araméen ancien, OA, abrégé OA. Vous voyez, par exemple, que je trouve. Bon, de toute façon, quand vous ne savez pas, vous pouvez mettre votre souris devant, ça marche très bien. Vous voyez, donc par exemple, comme Common Aramaic. Ça, c'est le sens commun de tous les dialectes araméens, de toutes les époques, etc., etc. Donc on vous dit là, voilà. Parfois, si c'est un seul dialecte, vous voyez, Syr, c'est pour syriaque. On vous dit en syriaque, on va trouver ça. Donc là, le sens commun, etc. Donc on vous dit, voilà. Donc parfois, on va vous donner vraiment des dialectes particuliers. Man, c'est pour le mandéen, vous voyez. Le Sam, c'est pour le samaritain, c'est l'araméen samaritain, etc., etc. Et pareil, vous avez des abréviations. P, c'est pour la Pshita, S, c'est pour Esther. Donc, vous voyez, Pshita du livre d'Esther, donc c'est une version syriaque du livre d'Esther, chapitre 2, verset 12. La Pshita du livre des Actes des Apôtres, vous voyez, chapitre 21, verset 24, etc. Donc ça, c'est du syriaque, tout ça. Donc si vous n'avez pas fait du syriaque, vous ne pouvez pas lire, mais c'est pas grave, au moins vous savez que ça existe et que vous allez le trouver, y compris donc du côté chrétien, y compris dans des traductions araméennes, syriaques, du Nouveau Testament, par exemple. Voilà. Voilà. Donc, bon. Et vous allez voir que le syriaque revient très souvent parce qu'il y a un corpus syriaque très très important. Voilà. Donc ça c'est très bien. Même voilà, si vous faites pas d'araméen, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de passer des heures là-dessus. Mais rien que aller faire un tour sur ce site internet, c'est gratuit, ça coûte rien. Vous lisez le truc, vous repérez les sens et vous vous dites tiens c'est intéressant de voir est-ce que ça existe en araméen et si oui, est-ce qu'on va avoir le même sens que ce qu'on a vu précédemment ou pas.
Donc là encore, on n'est pas très surpris. En araméen, on retrouve la même racine avec à peu près le même sens. Alors c'est assez facile, et c'est aussi pour ça que j'ai pris Shalom, parce que c'est bien pour vous initier à ça. Vous verrez que on aimerait bien que ce soit aussi facile pour tous les mots qu'on étudie. Vous verrez que dans un certain nombre de cas, on s'arrache les cheveux parce qu'on dit, je comprends pas, parce que ça n'a pas du tout le même sens qu'en acadien ou qu'en ongaritique. Qu'est-ce qui se passe? Et même parfois en araméen, il y a des sens totalement différents, voire incompatibles. On dit, je comprends plus rien. Mais là, pour l'instant, voilà, ça fonctionne plutôt bien en araméen. Alors, il y a quand même peut-être un dialecte araméen qui va vous intéresser davantage pour vous, puisque vous faites de l'hébreu biblique, c'est de savoir que dans la Bible aussi, il y a des passages en araméen. Dans le livre d'Esdras, dans le livre de Daniel, vous avez des chapitres en araméen, donc ce qu'on appelle l'araméen biblique, qui est abrégé AB en français ou BA dans le CAL, BA, Biblical Aramaic. C'est l'araméen biblique, c'est-à-dire c'est Esdras et Daniel. Et même là, c'est attesté, puisque là, je peux carrément vous montrer les passages dans la Bible, il suffit d'aller chercher les références. Vous allez trouver ça dans Esdras, chapitre 5, verset 16. Vous voyez, vous allez trouver ça. Alors, je vais vous mettre une traduction française quand même. Qu'est-ce que je vais mettre comme traduction là? Oulala, trop de choses. Voilà, je vais mettre la Tob, par exemple. Esdras, chapitre 5, verset 16, on dit alors ce Sheshbatsar est venu jeter les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem. Depuis ce moment jusqu'à maintenant, elle se construit, mais elle n'est pas achevée. D'accord? Elle n'est pas achevée. Et en fait, là, vous avez en araméen, dans ce passage, on nous dit Vela Shlim. Bon, c'est de l'araméen, mais la négation là, c'est comme l'eau en hébreu. Et Shlim, c'est comme Shlem en hébreu. Enfin, c'est la même racine. Elle n'est pas complète, elle n'est pas achevée. Donc, vous avez cette occurrence-là, d'accord? Et puis, vous avez aussi dans le livre de Daniel, y compris donc en araméen biblique, pour vous dire que le verbe est aussi attesté en araméen biblique, vous avez Daniel 5, 26, dans le livre de Daniel, où nous lisons « Quant à l'interprétation, la voici, Méné, comptez, Dieu a fait le compte de ton règne et il y a mis fin. » Et là, pareil, à la fin du verset, Dieu a mis fin à ton règne. Eh bien, c'est ce mot-là, en araméen, et vous avez VH lema, donc c'est la racine shin lamed mem, à la conjugaison causative, l'équivalent du ishil en hébreu, c'est du hafel en araméen, mais c'est la même chose. Donc là, c'est pas quelque chose qui est complet, mais c'est rendre complet. Donc ton règne, voilà, ton règne là, malchuta, donc vous avez le même mot qu'en hébreu, malchut, donc la royauté, il a achevé ta royauté. Alors, achever ta royauté, dans la traduction de la Tob, on dit achever la royauté, c'est-à-dire c'est fini, hein, c'est pas achevé, bravo, c'est joli, hein, le bâtiment il est achevé, non, c'est achevé dans le sens rasé, bon, bleu, c'est fini. Donc on a ce verset-là, et puis un troisième verset en hébreu biblique, Esdras, je retourne dans Esdras, il faut le mettre en anglais, Esdras 7, 19, où là nous lisons, donc je retourne dans le livre d'Esdras, les objets qui te seront donnés pour le service de la maison de ton Dieu, dépose-les devant le Dieu de Jérusalem. Et donc, alors la traduction de la Tob, là, ne nous aide pas, mais je vais vous dire en hébreu comment ça marche, en araméen, qu'est-ce que ça nous dit. Donc là, il est question des ustensiles, donc les objets, effectivement, Dimit Yehavin, donc qui sont donnés, le verbe Yohav en araméen, qui est l'équivalent de Nathan en hébreu, l'ach à toi, qui te sont donnés. Ensuite, les falchad, donc pour le service, littéralement bet elahar, de la maison de ton Dieu. Très bien, jusque-là. Hashlem. Donc, Hashlem, faut les faire être complet, hein, quelque chose comme ça. Alors, la racine shin lamed même au causatif aussi. Kodom, devant, et là, le Dieu Yerushalem de Jérusalem. Donc, ce qui est traduit par dépose-les dans la Tob, dans la traduction écuménique de la Bible, en fait, littéralement, c'est rendre ou restituer. On avait déjà vu ce sens, l'idée de restituer, de rétablir, il faut, voilà. Donc, l'idée, c'est pas juste de les déposer, cette traduction n'est pas extraordinaire.
Il m'avait demandé de corriger pour la nouvelle édition de la tome, mais c'est pas ces livres-là que j'ai corrigé. Voilà. Donc, il m'avait demandé de corriger J'avais corrigé l'édition interlinéaire du livre d'Esdras dans la Bible interlinéaire. Vous savez, il y a une édition totalement interlinéaire. Pour le livre d'Esdras, dans la Bible interlinéaire, on m'avait demandé de corriger, de vérifier qu'il n'y avait pas eu d'erreur pour le livre d'Esdras. Mais pour la nouvelle édition de la traduction écuménique de la Bible de 2010, on m'a aussi demandé de vérifier, mais pas ce livre-là. Bon, voilà, donc c'est pas terrible. La nouvelle Bible seconde dit quoi? Dépose devant le Dieu de Jérusalem, qui te seront remis pour le service. Oui, c'est dépose aussi. Hein, Voilà, c'est comme ça. C'est pas terrible. Bon, voilà. D'où l'importance de ne pas se fier aux traductions, mais d'aller regarder les termes dans la langue d'origine. Donc voilà, vous avez quand même en araméen biblique, je vous remets peut-être ici les trois occurrences, les trois versets que je vous ai donnés. Vous pourrez regarder ça tranquillement chez vous si vous voulez y retourner. Donc, c'est Esdras 5, 16, Daniel 5, 26 et Esdras 7, 19. Voilà. Donc ça, c'est ce que, voilà, je vous mets ça entre parenthèses. C'est des sens qu'on a en araméen, mais là, comme c'est dans la Bible, évidemment, ça vous intéresse au plus haut point. Donc, pour ce qui est de l'araméen, on se dit, bon, ok, très bien, c'est à peu près le même sens que l'acadien. Depuis le départ, on est à peu près content. Il y a l'idée de bon état, tant pour les objets, hein, puisque, vous voyez, dans Esdras 5.16, il est question d'être achevé. On parle d'un bâtiment, hein, on reconstruit, etc. Hein, donc, matériellement, ok, très bien, peut être en bon état. Un bâtiment peut être en bon état, il doit être remis en état. Il faut, ou bien on parle aussi effectivement on a aussi des cas en araméen, puisqu'on a vu qu'il y avait aussi la question de guérir. Hein, donc on voit que ça peut parler aussi d'êtres humains et de la santé. Voilà. Donc c'est pas, pour l'instant, le tour d'horizon des autres langues sémitiques nous donne une assez bonne idée finalement du sens de la racine dans l'ensemble des langues sémitiques. Et on pourrait continuer comme ça avec d'autres langues sémitiques. Mais là, c'est pareil, vous pouvez le faire. Hein, donc, comme je vous dis, on va passer à l'hébreu, évidemment. Et on pourrait aussi passer du temps sur aller voir du côté de l'Arabie, parce qu'il y a aussi une très riche dialectologie en arabe. L'éthiopien est aussi une langue sémitique dans laquelle il y a beaucoup de textes. Il y a une longue tradition éthiopienne, hein, encore aujourd'hui, puisque la religion officielle de l'Éthiopie, c'est le christianisme, hein, orthodoxe, et donc il y a des traductions de la Bible, tout un tas de littérature en guèze, qui est donc l'éthiopien ancien, et la langue moderne parlée aujourd'hui, l'amharique, enfin il y a d'autres langues, mais l'amharique étant la langue principale, ce sont des langues sémitiques. Donc il y a aussi beaucoup de choses à faire. Mais là, je ne veux pas non plus qu'on passe trop de temps là-dessus, surtout que là, comme je vous disais, il n'y a pas trop de difficultés en fait. On voit la racine, le sens, le mot, la racine a l'air d'être relativement universelle, avec un sens à trouver partout le même. Donc voilà, c'est assez réconfortant, on est content. Au bout d'un moment, on a envie de passer à la suite. Vous voyez. Donc, moi, j'ai pas prévu de détailler comme ça toutes les langues sémitiques, ce serait un peu fastidieux et un peu rébarbatif, mais vous voyez l'idée. Vous comprenez un peu la méthode qui consiste à aller voir un petit peu ce qui se passe. Si d'aventure, vous voulez vous intéresser, par exemple, à l'éthiopien, il y a un très bon dictionnaire d'éthiopien et en plus un dictionnaire comparatif, donc de sémitique comparé, fait par Wolf Leslau. Ça s'écrit Leslau. Bon, je peux l'écrire au tableau, mais je ne voulais pas vous en parler, mais c'est quand même un très bon dictionnaire. Donc de Wolf Leslau, et il a fait un truc qui s'appelle Comparative Dictionary, un truc comme ça, of Ge'ez, quelque chose comme ça. Je ne suis pas tout à fait sûr du titre, je vais juste vérifier. Comparative Dictionary. Oui, c'est ça, Comparative Dictionary of Ge'ez. C'est ça, très bien. Voilà, donc ça, ça, je peux vous le conseiller. Il met en translittération. Donc c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de savoir écrire le Ge'ez. C'est une écriture un peu complexe, le Ge'ez, hein, parce que ce n'est pas une écriture alphabétique, c'est une écriture syllabique. Donc chaque graphème est une syllabe, consonne plus voyelle.
Donc pour apprendre, ça se lit, hein, le guess, ça s'apprend, voilà, faut un peu de temps, un peu de gymnastique, mais vous avez quand même plusieurs centaines de symboles à apprendre. Donc, euh, donc voilà, donc je comprends tout à fait que c'est pas votre ambition d'apprendre le guess, mais là, pour ce dictionnaire-là, il en a un plus petit qui est très sympa, mais qui est écrit pour le coup en guess. Donc si vous ne savez pas lire le guess, vous n'avez pas utilisé ce petit dictionnaire. Mais ce dictionnaire-là, dictionnaire comparé, un, c'est en translittération, et deux, il prend le temps de faire les ponts avec les autres langues sémitiques. Donc, c'est aussi une ressource intéressante. Je vous la mets comme ça au passage. Vous pouvez retenir ça. Si à un moment donné, vous voulez pousser l'étude un peu plus loin, allez voir du côté de l'Eslam. Et puis, une autre ressource documentaire qui n'est pas complète, mais qui est intéressante, et qui est en français, c'est le dictionnaire des racines sémitiques de Cohen, des racines sémitiques ou attestées dans les langues sémitiques, je crois un truc comme ça. Ou dans le nom complet, tout le monde appelle le DRS, hein, on parle du DRS, le dictionnaire des racines sémitiques, mais je crois que théoriquement c'est le dictionnaire des racines sémitiques ou attesté dans les langues sémitiques, quelque chose comme ça. Je vais vérifier, dictionnaire racines sémitiques. Non, il ne veut pas mettre, non, il me parle de tout, mais sémitique. Voilà, donc dictionnaire des racines sémitiques ou attesté dans les langues sémitiques. Voilà. Et ça paraît par fascicule. Alors je vous dis, il n'est pas complet. Vous voyez, donc François Bron, moi David Cohen, je ne l'ai pas connu. François Bron, je le connais. On collabore il a été mon prof, et puis voilà, voilà. Mais donc voilà, c'est ça, c'est dictionnaire des racines sémitiques ou attesté dans les langues sémitiques. Donc, ça paraît par fascicule. C'est très bien. Ça prend plusieurs décennies, ça paraît par petit et c'est pas complet. Donc c'est dommage parce que c'est une super ressource et c'est en français en plus pour une fois, quand même, cocorico, voilà. Donc je peux vous conseiller ça aussi. Si à un moment donné vous travaillez comme ça, vous allez voir, c'est une ressource à utiliser. Si vous avez la chance que le fascicule qui concerne le mot qui vous intéresse existe, vous pouvez aller le consulter. Mais voilà, malheureusement, c'est pas complet. Et puis c'est pas gratuit. Bon là, je vois que sur Archive, vous avez quand même des PDF. Donc avec un peu de chance, voilà, vous pourrez peut-être le récupérer en PDF. Donc voilà, je vous le mets quand même. Voilà, ça je vous mets ça entre parenthèses. Quelques petites. Voilà, si vous voulez continuer ce travail de sémitique comparée, voilà quelques pistes euh, que vous pouvez, quelques ressources que vous pouvez utiliser pour ce travail. Est-ce que c'est bon pour vous? S'il y a des questions? Euh, je sais que c'est pas évident, hein, quand on n'a pas fait toutes les langues sémitiques, c'est pas évident. La seule difficulté, comme je vous dis, y compris si vous allez voir du côté du Guèze ou du DRS, donc du dictionnaire des racines sémitiques, c'est effectivement quand vous passez d'une langue sémitique à l'autre et que les consonnes sont pas les mêmes. Euh, Vous pourrez trouver un tableau, j'aurais pu y penser, mais j'ai pas pensé à vous le faire, mais si vous regardez, j'imagine que même sur Wikipédia, si vous tapez proto-sémitique, euh, j'ose espérer que vous trouverez sur Wikipédia un tableau comparatif qui vous permettrait, comme ça, de comparer. Non? Voilà, on veut peut-être, alors peut-être aller voir du côté de Wikipédia en anglais. Ce sera certainement plus complet en anglais que en français. Voilà. Oui, mais ça vous dit pas. Vous n'avez pas de tableau comparatif? Si. Ah, voilà. Bon, très bien. Donc là, vous avez un tableau avec les consonnes. Vous cherchez du côté de l'hébreu. Euh, bon. Donc, par exemple, le signe. Ah, mais il n'y a pas tout. Ah oui, là, on vous parle des sifflantes. Oui, c'est pas. Ah là là, oui, d'accord, ok. Bah, c'est très bien, elle est bien cette page, mais alors, j'aurais espéré pouvoir vous trouver un petit tableau comparatif. Non, peut-être pas. Bon, non, là, c'est vraiment. Désolé. Bon. Euh, Comme je vous disais, au niveau des équivalences, il y a la question des interdentales. Ça, j'en ai déjà parlé. Et il y a la question de quelques emphatiques.
Bon, il y a aussi des langues sémitiques où il y a, donc en hébreu, il y a par exemple au niveau du he, il y a le he tout simple, et puis il y a le he, le het, qui est un H avec un point, vous savez, le het, qui est un peu emphatique. Et normalement, il y a un H encore plus dur, le ra. Donc ça, c'est en hébreu, les deux sont confondus. H pointé et H avec, souvent il est écrit avec une petite lunule en dessous. Donc ça, c'est pareil. Donc dans des langues, ça va être distinct. Hein. En ougaritique, en arabe, on va distinguer. En hébreu, ça va être combiné. Donc ça, c'est peut-être les difficultés que vous aurez. Euh, la question des différents S ou che, c'est-à-dire qu'en hébreu, vous en avez trois. Vous avez le samer, le shin et le sin. Et en fait, c'est à peu près la seule langue sémitique où on en a trois. Il y a aussi le sud-arabique, vous avez aussi les trois S comme ça. Mais sinon, dans les autres langues, vous n'en avez que deux. Vous allez avoir le shin, le che et le se, finalement. Et en plus, parfois, ça permute les deux. Donc, les interdentales, la question des shin, les trois S, et la question du H emphatique. Mais sinon, c'est tout. Ah si, il y a le raïn aussi. Donc, qui est un peu comme le Ain, mais vous faites vibrer, donc ça, enfin le Ain aussi, vous me direz, mais il faut l'imaginer, le Rain, il faut l'imaginer comme un G, comme si vous faites un G, mais que vous faites, mais qui est pas totalement inclusif. Au lieu de bloquer G, vous ouvrez progressivement derrière et ça fait grrr, grrr. Alors, en fait, ça ressemble au R français. Le R français se prononce un peu comme ça. Mais sauf que le R, dans les langues sémitiques, il est roulé. Bon, voilà. Et donc, ce Raïn existe en arabe, existe en ougaritique, mais n'existe pas en hébreu en araméen. Et en hébreu en araméen, vous allez le trouver écrit avec un Aïn. Voilà. Donc ça, c'est aussi... Voilà. Donc il y a quelques petites choses à savoir. Et ça peut être compliqué pour vous, du coup, si vous voulez naviguer entre les différentes sémitiques, dans les différentes langues sémitiques. Donc si vous avez un Aïn en hébreu, peut-être que vous allez le trouver écrit avec un Aïn dans les autres langues sémitiques, mais peut-être que dans certaines, il sera écrit avec un Raïn. Donc ça, c'est un petit peu les difficultés pour vous. Voilà, il y a quelques petites choses à savoir. Mais comme je vous dis, même si vous n'êtes pas expert dans les langues sémitiques, voilà, avec ça, normalement, en sachant ces deux, trois petites choses-là, vous pouvez assez facilement passer d'une langue à l'autre. Voilà. Sinon, comme je vous dis, même dans un bon dictionnaire d'hébreu, un dictionnaire étymologique d'hébreu, typiquement Gesenius et Köhler-Baumgartner, en général, ils font l'effort de vous dire si le mot est attesté dans les autres langues sémitiques et si oui, sous quelle orthographe. Et donc ça peut vous aider. Et le vieux dictionnaire de Gesenius qui avait donné le BDB en anglais, je ne sais pas si vous connaissez le BDB en anglais, c'était écrit avec les différents alphabets, les différentes écritures. Donc vous avez de l'arabe écrit en arabe, de l'éthiopien écrit en éthiopien. Ce qui était compliqué, moi je me souviens, parce que c'était mon premier dictionnaire d'hébreu quand j'ai appris l'hébreu. Moi j'ai appris l'hébreu en anglais. Bon. Et donc mon premier dictionnaire c'était le BDB, et donc je voyais les trucs écrits en arabe, en éthiopien, en syriaque, des écritures que je connaissais pas. Ça m'avance pas grand-chose. Le Köhler-Baumgartner, lui, il met en translittération latine. Donc ça vous aide, c'est plus facile pour vous. Voilà. Donc, voilà grosso modo ce travail d'étymologie et de parcours comme ça des langues sémitiques pour comprendre si le mot qui vous intéresse existe ailleurs et le replacer dans son contexte à l'époque. Voilà. Donc ça peut prendre un peu de temps. Parfois, ça peut aboutir. Comme là, par exemple, on est content parce que oui, la racine existe dans pratiquement toutes les langues sémitiques, et elle a à peu près le même sens dans toutes les langues sémitiques, donc là on est content, c'est facile. Dans d'autres mots, par exemple, j'ai déjà fait un cours ici sur un autre mot, chesed, en hébreu, le terme shalom, j'ai fait chesed, on va plus passer ce semestre sur chesed. Là, ça peut être la kata, parce qu'on dit, ce truc n'existe dans aucune autre langue sémitique. Voilà, ça existe en hébreu, c'est bizarre, on ne l'a pas en araméen, ou alors on a en araméen, mais plus tardivement, peut-être sous influence de l'hébreu, enfin c'est un peu compliqué. Et on l'a pas en acadien, on l'a pas en ougaritique, on l'a pas en arabe, qu'est-ce qui se passe voilà. Donc parfois bonne pêche, parfois mauvaise pioche. Voilà ce que je veux dire, c'est voilà. Donc vous pouvez pas savoir à l'avance ce sur quoi vous allez tomber. Et parfois vous allez trouver le même mot, mais avec un sens qui n'a absolument rien à voir. Et on se dit bon là, non, c'est peut-être des racines homonymes, mais qui en fait n'ont rien à voir.
ou alors il faut se creuser les méninges en disant est-ce qu'il pourrait y avoir un ancêtre commun qui pourrait donner sens? Et là, mais là c'est compliqué. Donc là, heureusement pour nous, on n'a pas trop de difficultés. C'est aussi pour ça que j'ai choisi Shalom, parce que c'est un truc pas trop difficile. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, là vous pouvez dire très bien, je suis préparé à rentrer dans l'hébreu en me disant, OK, le mot que je vais étudier en hébreu, il n'a pas été inventé comme ça par des gens qui parlaient hébreu dans l'Antiquité, qui se sont dit, tiens, on va inventer un mot qui s'appelle shalom. En fait, non, on se rend compte que c'est un mot qui est très connu, très répandu. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'hébreu s'inscrit dans ce grand mouvement des langues sémitiques avec le même sens, ou bien est-ce qu'on va avoir des sens différents? Parce que, mine de rien, shalom, a priori, n'a pas exactement le sens qu'on a vu dans les langues sémitiques qu'on a parcourues. Donc, il va falloir comprendre quel est le sens réel du mot shalom dans la Bible hébraïque, au-delà des traductions françaises. Et on a vu déjà d'ailleurs là, avec le verset, là, bon, c'est en araméen, mais on a vu que les versions françaises, la traduction œcuménique de la Bible ou la Bible second, c'est pas toujours tip-top comme traduction. Donc voilà. Mais ça, alors là, on a fini, donc l'hébreu, ce sera pour la prochaine fois. Mais est-ce que vous avez des questions ou remarques sur cette approche de sémitique comparée? Ça va pour vous? Très bien. Eh bien, écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Pour la prochaine fois, résistez à la tentation d'aller voir dans votre dictionnaire d'hébreu le sens du mot shalom, de machin, de trucs, etc. Si vous voulez commencer à travailler pour le cours prochain, prenez une concordance et allez regarder des versets dans lesquels il y a le mot shalom. Et avant de regarder le mot shalom, la racine, le verbe shalem ou la racine shalom ou l'adjectif shalem, etc., d'autres mots de la même racine. Mais regardez plutôt des versets. C'est ça qui va ça va être ce travail-là, plutôt que d'aller regarder dans un dictionnaire d'hébreu. D'accord? Bah, bon travail à chacun. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite du cours. Bonne soirée à tous.